Je m'appelle Marion Barraud-Couchouron. Je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie. J'exerce en cancérologie depuis près de 15 ans et j'ai également une activité d'enseignement et de recherche à l'université, au laboratoire de psychologie de l'université de Bordeaux. J'ai découvert la pleine conscience il y a un peu plus de 10 ans, de façon presque un peu hasardeuse, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. En fait, j'étais en train de finir la rédaction de ma thèse de doctorat, et je suis tombée sur un article qui parlait des groupes de méditation de pleine conscience chez des personnes dépendantes aux substances en prison. Et moi, je travaille sur ça depuis plusieurs années, sur la régulation des émotions chez les personnes dépendantes, notamment aux opiacés. Et j'ai lu cet article et je me rappelle encore comme si c'était hier. En fait, c'était un genre de révélation. Je me suis dit, mais c'est absolument génial ce truc. Mais j'ai aucune... Enfin, je veux dire, moi, je viens pas d'une... J'avais pas une réflexion autour de la spiritualité. Enfin, je veux dire, c'était pas des questions à ce moment-là dans ma vie qui étaient vraiment très intensément présentes pour moi. Et donc j'ai commencé un peu à chercher, j'ai trouvé des choses qui se faisaient à Genève, à l'université de Louvain notamment, mais c'était donc en 2006. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire. Donc là, mon premier contact avec la pleine conscience, moi, c'est PubMed, c'est les moteurs de recherche scientifique, clairement. Et donc, j'en ai pas compris probablement le quart du dixième de ce que c'était. Mais je trouvais que cette question de dire à des gens, en plus des gens qui, au plan de leur santé mentale, avaient quand même encore très très peu de ressources, asseyez-vous sur un coussin et portez votre attention sur le souffle. Et ces gens-là, il y avait moins de comportements d'agression en prison, il y avait une chute de la consommation de produits, il y avait une amélioration finalement. Je trouvais que c'était incroyable. Donc je me rappelle que j'ai parlé de ça avec ma directrice de thèse, parce que j'ai fait ma thèse à l'université de Montréal, et elle m'a dit non mais c'est quoi ces blagues À ce moment-là, en 2006, la pleine conscience, en tout cas, c'était quand même pas quelque chose dont on parlait énormément. Et j'ai quand même tenu mon bout et j'ai rédigé ma discussion en disant que c'était ça, en lien avec le modèle que j'avais expérimenté. C'était ça l'enjeu thérapeutique qui me paraissait fondamental à aborder. Bon, voilà, donc... Bon, mais sur le coup, j'en fais pas grand-chose de plus pendant 2 ans environ que de lire des articles et puis finalement de conforter mon intérêt sur ça en me disant... Et puis à ce moment-là, je commençais déjà à travailler ici et je voyais l'intérêt sur la question de la régulation des émotions et je me disais que c'était visiblement très opportun dans un contexte où l'enjeu vital, la question de la finitude, la question de l'incertitude, c'est au cœur du questionnement de la personne. Et donc j'ai commencé à pratiquer toute seule vers 2009, je pense. Donc notamment avec Bernard Giraudot dans mes oreilles, qui en plus lui témoignait de son parcours avec la maladie cancéreuse et donc j'ai commencé ça, pas dans quelque chose de très très régulier, mais voilà, comme probablement beaucoup de gens, 20 minutes tous les 2-3 jours, et puis c'est devenu quelque chose quand même qui s'est installé. Et puis je lisais des choses en me disant j'aimerais bien faire des groupes, mais pour moi la question de la légitimité à faire ça, c'était très très aigu. Donc de toute façon j'étais complètement entravée par l'idée de faire quelque chose tant que j'étais pas plus légitime. Alors Stéphane m'a toujours dit il y a personne qui est légitime dans le champ de la pleine conscience, mais il y a quand même des niveaux de légitimité qu'on peut discuter quoi. Et donc, j'ai continué, j'ai fait mon premier programme MBSR en 2011. Donc là, je pense que ça a été le moment où j'ai installé
autrement la question de la pratique dans ma vie quotidienne. Et ça a commencé à changer quelque chose aussi dans ma façon de travailler. Pour autant, je veux dire, en tant que psychologue, je suis psychothérapeute familiale, j'ai une habitude de l'analyse de pratique, de la supervision, d'aller réfléchir sur la question de comment mes émotions, ça fait écho dans la relation avec l'autre. Et pour autant, je voyais que même si j'avais déjà beaucoup travaillé cette question-là, avec la pleine conscience, il se passait d'autres choses. Et donc j'ai fait ce premier cycle et puis j'ai continué à pratiquer et je voyais bien que je voulais aller plus loin. Donc en fait j'ai appris en 2012 qu'il y avait le diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences qui s'ouvrait. Donc j'ai fait partie de la première promotion de ce diplôme universitaire à l'université de Strasbourg, donc en janvier 2013 et donc c'était sous forme un peu de retraite finalement au Mont-Saint-Odile. Alors pour moi c'était aussi une première. Je me rappelle que le premier soir quand Jean-Gérard Bloch nous a dit demain ça commence à 6h30 ou un truc comme ça et puis qu'on allait méditer pendant 4 heures d'affilée, je me suis dit c'est pas gagné hein. Mais étonnamment ça s'est fait et ça a été une expérience transformante. Non seulement parce qu'au plan théorique, ça m'a ouvert des perspectives de réflexion énormes. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas compris grand-chose. Enfin, j'étais que passée finalement par une porte d'accès qui était finalement plus le comportement, la question des émotions et tous les aspects. Bon, j'avais commencé à lire sur la question de l'imagerie fonctionnelle, tout l'aspect plus neurosciences, mais l'aspect phénoménologique, la question de qu'est-ce que la conscience. J'ai rencontré Michel Bitbol, c'était incroyable. Bon, j'ai pas tout compris d'ailleurs, mais en tout cas, je me rappelle voilà, que c'était vraiment... Et ça a été quelque chose de très fort pour moi, ce diplôme-là. Pas tellement parce que c'était un diplôme, mais parce que le format à la fois de la pratique intensive adossée à une richesse au plan des apports théoriques, scientifiques. Donc ça a été, on va dire, ma 3e étape. Dans la même continuité, du coup, j'ai fait la formation pour être instructeur de thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Donc là, dans la même année, je suis partie faire 5 jours de formation avec Zindel Sigal en Suisse. Et de ça, j'en ai pas fait grand-chose. Mais ce qui était au cœur de mon questionnement, c'était que je voyais bien que ma pratique, elle était très aléatoire, que il y avait des moments où j'arrêtais de pratiquer et que voilà, toujours restait le fait que non, je pouvais pas instruire des groupes parce que de toute façon, je pratiquais pas assez et que ça faisait aucun sens. Et puis en 2013, c'est la première fois où je suis devenue maman. Et ça aussi, ça a été... ça a forcément un peu altéré par moments ma pratique, enfin, au sens de la possibilité de pratiquer régulièrement. Mais j'ai expérimenté, bon, j'avais jamais eu d'enfant avant, donc je sais pas comment j'aurais fait, mais le fait je pense que ça m'a aidée dans cette transformation, dans le fait de pouvoir pas savoir comment faire. Et du coup, en 2014, j'ai refait un autre cycle MBSR, toujours avec Stéphane. Et on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. J'ai organisé un colloque aussi à Bordeaux sur maladies chroniques et pratiques de la méditation. On a fait vraiment du bricolage en fait quand on a voulu organiser ça en pensant qu'il n'y aurait vraiment pas beaucoup de monde et on s'est retrouvés avec 130 ou 140 personnes qui sont venues. Et c'était un engouement chouette. On a commencé à vouloir faire un genre de réseau de professionnels, notamment du champ de la santé mentale autour de Bordeaux, qui utilisaient ces approches-là. Voilà, il y avait une envie en tout cas de réfléchir ensemble.
Et puis on a commencé à organiser des formations ici. Alors moi, je formais personne parce que je voyais pas comment ça serait possible, mais voilà, des gens expérimentés sont venus faire des formations de 2 jours aux soignants, commencer un peu à diffuser cette question, cette pratique. Et, et puis en 2000, bon, moi j'ai continué à pratiquer, on va dire, j'ai bon gré, mal gré, avec des aléas. Et je sais plus quand est-ce que c'était. Je pense que oui, c'est ça. C'était en 2015. Stéphane m'a demandé si je voulais bien co-animer une formation avec lui qui portait sur la question d'introduire la pleine conscience dans son milieu professionnel. Et j'ai dit oui, parce que ce qu'il venait chercher, en tout cas, c'est l'impression que j'avais, c'était l'aspect finalement les aspects psychopathologiques, la question du cadre de l'intervention, la question de ok, il y a la méditation, mais on ne peut pas décider comme ça que ça va se mettre n'importe où sans une réflexion. Et donc on a commencé ça en 2016 et puis du coup ça a bien, c'est une mayonnaise qui a bien pris, on va dire. Et puis voilà, on a travaillé, ça m'a fait avancer, réfléchir, et quand il y a l'IMA finalement que l'IMA France a été créée et que la question de la formation d'instructeurs est devenue possible, c'était au moment où je venais d'avoir un financement de la Fondation Bergonié, donc une fondation d'entreprise, pour mettre en place des groupes de méditation. Et dans le dossier que j'avais déposé, il y avait du budget pour financer le fait que j'aille me former au Center for Mindfulness. Donc c'était de toute façon j'allais le faire, sauf que là c'était en France, c'était plus simple, là la pomme elle était tombée quoi. Donc voilà à peu près où mon parcours avec la méditation, comment ça s'est installé, et c'est pas très rapide mais c'était à mon rythme en tout cas. Pour moi la pleine conscience c'est une question d'attention, une qualité d'attention. La question d'être là, finalement, d'être entièrement là. Alors, au moment présent, j'aime pas trop, je suis pas très fan avec cette formulation, mais en tout cas, d'avoir une forme d'acuité à ce qui est en train de se présenter. Et au-delà de cette question d'être présent, il y a moi, il y a presque un enjeu politique. Enfin, dans la question de la pleine conscience, il y a qu'est-ce qu'on a envie de diffuser comme valeur? C'est quoi la question d'être en lien avec d'autres? C'est quoi le sens de notre humanité? Et du coup, c'est dur de faire vivre ça. Enfin, parce qu'il y a un idéal de comment je voudrais peut-être que les rapports avec les autres puissent être, et puis après forcément je suis renvoyée à mes limites, à mes zones d'ombre, à mes paradoxes. Mais je trouve que ça me permet aussi de l'appréhender peut-être avec un peu plus de rondeur. La présence, c'est le fait d'être vraiment installé finalement dans son corps, dans ses sensations, dans l'écoute aussi de ce qui se passe autour de soi, et d'être connecté finalement, et pas en train et pas dans sa tête, dans un brouillard d'idées ou de rumination ou d'anticipation. Alors, pour moi, en lien aussi avec la question de une forme de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Finalement,
Je trouve que la pleine conscience en ce moment, c'est un objet cosmétique. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous laisser penser que c'est. Et ce discours mainstream, là, moi, ça me dérange beaucoup. Parce que finalement, c'est la question du fond et de la forme, quoi. Donc, dans la présence, il y a la profondeur pour moi. Il y a le fait de vivre ce que j'ai envie d'amener, que ça soit pas... Enfin, pour moi, c'est pas qu'une histoire de porter son attention. C'est pas qu'un travail d'entraînement de l'attention. La patience, bon, ça c'est un des trucs les plus compliqués pour moi, la patience. La patience, pour moi, ça va avec finalement l'humilité, quoi. Il y a cette idée de l'apprentissage, que tu refais tes gammes, que tu t'installes dans quelque chose, que tu recommences, quoi. Il y a quelque chose qui est très fragile, enfin cette qualité de présence, justement, elle peut se nourrir que d'une certaine patience pour pouvoir la maintenir. Enfin, après, évidemment qu'un danseur étoile de l'opéra, quand pendant 3 jours il fait pas ses gammes, il n'a pas tout perdu. Donc c'est la question finalement d'un pratiquant débutant et d'un pratiquant confirmé. Et je pense qu'il y a des choses qui se stabilisent uniquement... Enfin, c'est pas je pense, c'est ce qui est d'ailleurs démontré, que l'attention, elle se stabilise uniquement parce que on fait preuve d'une patience dans l'entraînement et de cette capacité de renouveler l'effort. Pour autant, on va parler du non-effort après, mais la patience, pour moi, c'est l'engagement, et puis ça me renvoie toujours au fait que faut rester humble, quoi. Enfin, et en tout cas, essayer. Le non-jugement, ça c'est le deuxième truc pas facile, je trouve. C'est un des... Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai vraiment, pour le moment, stabilisé pour le coup. Parce que finalement, dans le non-jugement, Dans le non-jugement, je trouve qu'il y a moins de peur, en fait. Finalement, moi, je sais que quand je suis dans le jugement, dans le fait de mettre les choses dans une boîte, finalement, c'est une façon de réduire mon rapport au doute, à l'incertitude, un peu de cynisme, un peu de distance. Mais une façon pas très efficace de se protéger quand même. En tout cas, pour moi. Donc, le fait d'essayer d'être dans quelque chose de ce registre-là, moi, ça m'oblige à, justement, du coup, à regarder les expériences que font les autres avec une ouverture que peut-être j'avais pas. Ou, enfin, je vais donner un exemple concret parce que ça va être plus parlant. Au début, quand j'ai fait le DU, par exemple, il y avait des gens, alors pour autant, qui venaient plus ou moins tous du milieu de la santé, avec des parcours de vie complètement éloignés de ce que j'avais fait moi. Je trouvais ça complètement ésotérique. Ils me parlaient de trucs, je trouvais ça, je sais pas, je me dis mais pourquoi? Parce qu'on fait de la méditation, il faut forcément être végétarien, forcément jeûner, enfin, tout un tas de trucs que je me dis mais bah, évidemment je jugeais, on s'entend quoi. Mais ça me confortait dans aussi finalement, moi je sais, d'autres, c'est une autre. Et en fait finalement, j'avance, et je trouve ça beaucoup plus intéressant de se dire ah ouais tiens c'est comme ça pour toi, j'aurais jamais pensé que la réalité elle pouvait être envisagée comme ça. C'est comme tu vois un tableau, il y a des tonnes de façons de voir le tableau. Et c'est beaucoup plus confortable finalement, parce que j'ai l'impression je cherche pas à convaincre. Alors finalement, je disais que j'étais pas très bonne. Il y a quelque chose qui s'est opéré en moi, je trouve, c'est qu'en fait, je me sens plus distancée de ce que les autres peuvent avoir comme opinion de moi.
pas dans quelque chose d'une forme de revendication, mais ouais, tu penses ça, ça t'appartient en fait. Parce que en fait, j'ai l'impression que quand je reviens et je ramène mon attention justement quand je vois que je vais commencer à plaquer du discours, de la théorie, etc. Je reviens et je vois la peur en moi, ou je vois l'insécurité, ou le sentiment d'être menacé, d'être pas reconnu. Je la reconnais, la petite lampe. Et je me dis, tiens, c'est ta petite lampe. Donc je la regarde, ma petite lampe, et je me dis, bon, bah ouais, t'es pas obligé de faire ça. Ça veut pas dire que je le fais pas des fois quand même, hein, évidemment. Encore heureux d'ailleurs, mais parce que ça aussi c'est un truc qui me gonfle. Alors je fais peut-être une aparté, c'est peut-être pas le moment. Je trouve que justement dans ce discours autour de la pleine conscience, il y a un côté très lisse, que tout le monde s'aime, tout le monde est dans la love, les émotions négatives ça devrait jamais arriver, l'agressivité ça devrait être complètement expurgé des relations entre les gens. Et ça c'est juste impossible. Donc je trouve que plus c'est au contraire pour moi une forme d'honnêteté de reconnaître que bah on est tous traversés par ça. Et bon. Voilà, ça, moi en tout cas ça me donne plus de facilité probablement à voyager, on va dire, dans mes zones d'obscurité et pas me dire que je suis que ça. Du coup, quand je me juge moins, probablement que je juge moins les autres. Ce que je comprends moi dans le sans effort, c'est que en fait, j'essaye pas de changer la réalité qui se présente à moi. Elle est là et de toute façon, que j'ai envie ou pas, il va falloir que je compose avec ça. C'est un peu la façon dont le comment, par contre, je vais composer. Et du coup, l'effort, ça serait d'être dans la lutte pour changer ce qui se présente à soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, pour moi, il y a de l'effort dans la pratique de la méditation. C'est pas sans effort. Mais c'est peut-être pas du même non-effort dont on parle. Au sens où c'est une forme de la question de l'engagement. Pour moi, le sans effort, vraiment, le sens vraiment ce que j'en comprends, c'est cette idée que je dois en fait m'ouvrir à ce qui se présente. Et on en revient à la question du jugement finalement. T'es obligé d'enlever un peu tes lunettes avec plein de filtres par rapport à cette réalité-là, quoi. Pour essayer de déshabiller les filtres cognitifs. Intellectuellement, je perçois le non-effort. Ça reste conceptuel encore. Mais je me dis, tant que je reste à un stade où c'est l'intellect qui prend le dessus, de toute façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas incarné pour moi. Donc, pour le moment, j'en suis là. J'ai la confiance... la confiance dans le fait que, quoi qu'il arrive, quand je m'assois sur mon coussin... je vais pas dire que je suis bien, c'est pas vrai, mais il y a quelque chose comme une forme de stabilité. Le fait d'y revenir, c'est une encre, quoi. Et donc ça, c'est de la confiance. Et quoi qu'il arrive, c'est là, en fait. Et puis j'ai confiance dans la puissance de ces pratiques. Alors il y a à la fois quelque chose de très intellectualisé chez moi là-dedans. Presque, on pourrait dire peut-être une forme de croyance. Je me dis peut-être c'est devenu complètement dogmatique. Mais je sais que c'est pas que ça. C'est quelque chose que je sens à l'intérieur de moi, de très profond, de très intime. Ouais. Après, j'ai pas confiance dans le résultat. On s'entend que j'ai pas... c'est pas une question en termes d'attente, c'est confiance dans le processus. Et puis, quand je vois ce que font les... Alors peut-être je devrais pas parler des gens avec qui j'amène des groupes, mais... Enfin, je trouve ça incroyable.
comment les personnes elles peuvent s'autoriser à expérimenter cette pratique et comment certaines peuvent plonger à l'intérieur de ça et dans des moments où il y a beaucoup d'aléas, beaucoup de difficultés dans la vie, il y a quelque chose de possible encore, d'un mouvement psychique. Donc c'est ça qui me donne de la confiance. Puis aussi la confiance dans le fait qu'on peut tout le temps se développer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a changé mon regard. Dans ma pratique, puis dans mes lectures, cette idée que non, tu peux toujours changer, tu peux toujours grandir, tu peux toujours évoluer. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Juste, je trouve ça encore plus fantastique de me dire, tu poses tes fesses sur un coussin et c'est ça qui se passe. Il faut pas beaucoup de choses, hein. Ouais, c'est ça que je trouve incroyable. Ça rejoint pour moi un peu la question du non-jugement, et puis du non-effort aussi d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'aide vraiment de constater finalement qu'il y a des choses que je peux changer, les choses sur lesquelles j'ai du contrôle, mais pas celles sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Et en fait, partant de ce postulat-là, ça m'économise pas mal de fois dans ma vie de m'illusionner sur le fait que tiens, ça pourrait changer. Déjà, tu sais pas. En fait, l'acceptation, c'est vraiment lié pour moi à l'aspect aléatoire de l'existence. Que ça peut basculer, que ça peut... Même si je trouve ça dur d'être confrontée à cette idée-là. Maintenant que j'ai des enfants, je trouve ça encore pire d'imaginer qu'il pourrait se passer quelque chose. Et pour autant, je peux être au contact de cette réalité. Et en fait, je vois tellement de gens autour de moi qui essayent d'imaginer que la vie, c'est pas ça. Qu'on va pas tomber malade, qu'on va pas mourir, qu'on va pas devenir vieux et dépendant. Si. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie perdue, en fait. Probablement, c'est aussi lié au fait que je travaille dans un contexte où c'est très précisément cette question-là qui est en jeu tout le temps. Ça va aussi participer à décaler mon regard sur ce qui est stable. Il n'y a pas beaucoup de choses très stables. Donc, ça me donne de la liberté, oui. C'est l'idée pour moi d'essayer de regarder un œil neuf. Donc pour moi, c'est très relié à la question du non-jugement, de ne pas s'habituer en fait, d'essayer de garder une certaine virginité, si on peut dire. Et c'est pas évident, je trouve, dans la pratique, de pas avoir l'impression par moment, en tout cas pour moi, de m'installer dans mes charentaises un peu de... Tu connais ton... Je pourrais être tentée... Je me vois faire, tiens, je vais faire cette pratique-là, finalement, par moment, dans une forme d'évitement. Et quand je vois que je fais ça, je me dis, finalement, je vais en prendre une autre. Parce que là, je crois que je suis plus dans l'esprit du débutant. Si je choisis une pratique parce que c'est confortable, que c'est pas confrontant, que je pense que je connais le résultat. Ce qui veut pas dire je suis forcée de me mettre toujours en jeu, quoi. Je pense qu'il y a aussi des moments où il faut savoir se protéger un peu. Ça, c'était très nouveau pour moi, cette idée de l'esprit du débutant. Parce que finalement, on est, il me semble, formé à développer de l'expertise, du savoir, position un peu d'autorité, entre guillemets. En fait, quand tu as de l'expérience, est-ce que, tu as l'expertise? Ça, c'est toujours un gros débat. Mais du coup, est-ce que c'est pas important c'est risqué, en fait? Parce que je pense qu'on peut vite être à ne plus traiter les choses de façon systémique. Et ça c'est quelque chose qui est très fort pour moi.
d'essayer de prendre du recul, de réfléchir autrement, de décaler son point de vue. Dans ma pratique même de psychologue, l'esprit du débutant, c'est important. Parce qu'autrement, je me dis, ben oui, c'est une femme, elle a 45 ans, elle a un cancer du sein. Ouais, j'en ai vu déjà 1000. Donc je sais. Ben non, cette femme-là, tu sais pas qui c'est. Mais je trouve que ça, c'est important. Pour rentrer en contact. Et donc du coup, autrement, ça altère la question de la présence. Donc il n'y a aucun ingrédient qui peut marcher. La recette, elle marche que parce qu'il y a tous les ingrédients qui sont présents dans la marmite. Les valeurs que j'avais déjà, ou qu'en tout cas je pensais que je devais cultiver, on va dire. J'allais dire la vulnérabilité, mais la vulnérabilité, c'est pas vraiment une valeur, mais que ce qui nous relie dans notre humanité, c'est notre fragilité. Et que sans les autres, on n'est rien du tout. Et en fait, ça c'est quelque chose que je pense que j'ai toujours eu à... C'est d'ailleurs probablement ce qui a conduit à mon choix de faire ce métier. Il y a l'idée de chacun peut exister dans sa singularité, dans ses différences. J'ai toujours été extrêmement agressée par les stéréotypes, moi. C'était très... D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense que j'ai commencé à travailler dans le champ des addictions, de la toxicomanie, et des femmes, parce qu'alors être une femme avec des problèmes d'alcool ou de produits, c'était la double peine. C'est toujours la double peine. Les autres valeurs que ça me permettrait de développer, c'est justement plus de douceur, parce que paradoxalement, c'était important pour moi ces valeurs-là, mais malgré tout, j'ai été quand même élevée dans l'esprit d'une forme de compétition, dans l'esprit de... Une femme, pour qu'elle arrive, il faut que... Je sais pas quelles sont les armes que tu dois utiliser d'ailleurs, mais en tout cas, tu peux pas laisser la place à montrer ta fragilité, par exemple. Tu peux pas faire ça. Moi, on m'a élevée comme ça. Si tu dois pleurer, tu pleures à la maison, mais tu pleures pas devant les autres, quoi. Et du coup, je pense que ce que ça me permet de nourrir, je trouve que ça me rend meilleure, quoi. Enfin, un peu meilleure. Je trouve un peu plus... Et en même temps, ça me rend beaucoup plus vulnérable. Parce que je trouve que je suis plus authentique ou plus en contact avec ma vraie nature. Et du coup, j'ai des moments quand même où je trouve que ça... Moi, je suis quelqu'un qui sûrement a beaucoup d'exigences avec moi et du coup avec les autres. Et je sais pas, mais je donne un exemple un peu simple, mais quand je m'énerve sur mes gamins parce que, bon voilà quoi, enfin la vie quoi, et après coup, je vis des grands moments intenses de culpabilisation que j'aurais peut-être vécu même si je pratiquais pas, mais je me dis quand même tu devrais pas parce que tu fais de la méditation. Puis en plus, c'est ce qu'on me renvoie. Ah non, mais t'as vu comment tu t'es énervée, qu'est-ce que ça serait si t'en faisais pas? Je me dis ça serait pire. Donc c'est pas si pire. Mais je trouve qu'il y a un effet un peu, parfois, qui peut être paradoxal, en fait. Parce que du coup, moi, je nourris encore plus par moment de l'intransigeance. Avec, du coup, l'idéal. Non, c'est ce qui est complètement un peu schizophrénique, je trouve. Parce que je trouve ça déplorable que, socialement, on nous engage à croire que la méditation, ça arrondit tout. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Mais du coup, ça m'oblige à revenir à moi, à me dire, mais de toute façon, t'es pas comme ça, donc tu vas pas rentrer dans ce mood-là. Tu pourras pas être ce truc rond et doux et mielleux qu'on te dit qu'il faudrait être. Donc, mais c'est un éternel aller-retour. Du coup, voilà, je constate dans quel paradoxe ça me met par moment. Mais je trouve que pour autant, ça me permet de vivre des valeurs plus
surtout sur la disponibilité d'être là à côté de l'autre et que ne rien faire et d'être là, c'est très très important. En tout cas, pour moi, la méditation, quand vraiment j'ai pu m'engager de façon plus régulière, finalement que j'ai probablement commencé à percevoir des choses, ça a été un puissant outil de transformation, notamment autour de cette question du deuil. Parce que dans ma vie, je pense que j'agissais surtout pour pas avoir à traiter quelque chose du registre du deuil. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée dans le fait de pouvoir rester dans cette peine intense que j'avais, que j'essayais de m'agiter, d'y rester et de pouvoir me dire que en fait, j'allais pas être avalée, noyée. Alors, je me permets d'insister sur ce point, sur le fait que je faisais une psychothérapie, c'est quelque chose qui est un peu toujours présent dans mon parcours de vie, là, qu'est-ce que j'évoquais, la question de l'analyse de la pratique. Donc, dire cet outil-là, je sais faire. Mais pour autant, la question d'être dans une forme d'anesthésie de l'affect et du coup d'être dans une hyperactivité, ça marchait très très bien. Jusqu'à un certain point. Et moi, je pense que c'est un puissant outil de résilience parce que clairement, j'ai découvert quelque chose de très très d'être dans sa souffrance et de rien faire d'autre que d'être avec ça, quoi. Et ça a changé profondément ma façon de travailler parce que c'est contre-intuitif, hein, de toute façon, de se dire je vais mal puis je vais rester bien installée là-dedans. Et j'avais l'intime conviction que de toute façon il fallait que je reste installée là-dedans, que j'étais en train de cohabiter avec quelque chose qui de toute façon était déjà installé en moi, mais que je m'acharnais à pas vouloir appréhender. Et quand j'ai commencé à faire des retraites aussi, parce que ça a été aussi une chose que j'ai découverte, là j'ai trouvé que c'était... Enfin, qu'en retraite, en tout cas pour moi, vers le 3e jour, là, je trouvais que ça descendait, que je descendais beaucoup. Mais ça rejoint la question de la confiance, peut-être. Moi, j'ai confiance probablement aussi je pense que j'ai une certaine capacité de résilience. Je savais que je pouvais descendre, mais que j'allais remonter. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un outil extrêmement puissant. J'aime pas le mot outil d'ailleurs, mais en tout cas, c'est quelque chose de... Parce que il y a quelque chose de contenant qui permet cette expérience-là. Et du coup, c'est libérateur. Je suis convaincue que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas rencontré la pleine conscience. Je suis sûre que j'aurais pas le mari que j'ai. Ma pratique, je la vois comme chaotique et pour autant essentielle. Chaotique parce que en fait, j'ai cherché beaucoup d'organisation pour pouvoir pratiquer de façon régulière. Et je disais, j'ai un haut niveau d'exigence, donc moi je suis du genre à me dire je vais me lever à 4 heures et puis je vais méditer pendant 1 heure et je vais faire ça tous les jours. Donc quelque chose comme ça de très rigide. Mais ça marche pas en fait. Parce que en fait j'ai dû me dire mais en fait t'as des enfants en bas âge, tu es fatigué, non tu ne te lèveras pas à 4 heures. Il a fallu que je compose avec moi parce qu'en fait je me mettais dans une forme d'échec. Et du coup, mais dans quel paradoxe je me mets? Comment est-ce que je peux penser véhiculer ce discours-là, cette valeur-là, alors que je suis pas capable de pratiquer régulièrement? Enfin... Donc, j'ai changé de technique. Du coup, j'essaye de pratiquer dans mon bureau. Et en général, le matin,
avant de démarrer ma journée, enfin en tout cas quand j'arrive à mon bureau, pendant à peu près une demi-heure, où j'essaye de faire ça sur ma pause déjeuner. Je dirais à peu près 4 à 5 jours sur 7, voilà. Après, ce qui, pour moi, dans ma pratique, est devenu très important, c'est le fait de pouvoir faire une retraite par an, alors que j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Quand je me rappelle que quand Stéphane m'en parlait, je me dis, ouais, c'est bien ça, c'est pour des gens qui sont des bouddhistes avertis, quoi. Et non, en fait, j'ai découvert quelque chose là pour moi. Et puis dans ma pratique, il y a la question du mouvement qui est importante. Donc là aussi, j'étais beaucoup dans une quête d'absolu, je pense. Donc j'ai réduit là aussi mon niveau d'exigence et j'ai essayé de créer des conditions où, par exemple, le fait de faire du yoga une fois par semaine, c'était possible. Donc du coup, voilà, je cherchais des solutions et en essayant de tenir compte de ma fatigue aussi. Et du coup, voilà, je trouvais un cours de yoga chez moi. Alors mes enfants, du coup, font du yoga. Tout le monde fait du yoga. C'est pas idéal au sens de ma représentation, mais c'est réaliste. Et en fait, ce décalage pour moi entre l'idéal et la réalité, c'est un travail de tous les jours. Parce que je peux vite, je pense, être presque tyrannique avec moi. Et donc, j'essaye de réduire ça. Il y avait quelque chose qui m'intriguait beaucoup, c'était que je trouvais qu'on parlait pas beaucoup des expériences négatives que les gens pouvaient vivre dans leur pratique. Dans les écrits bouddhistes, je sais que c'est documenté quand même par moments. Mais sauf que j'avais l'impression que, en fait, si t'étais pas de cette voie-là, si t'avais pas lu ces textes-là, tu pouvais pas accéder. Dans la littérature scientifique, il y avait rien. Il y avait très très peu de choses sur ça. Et donc j'ai fait un séminaire sur ça à Bruxelles en juillet, avec une chercheuse américaine qui travaille sur ça, et où ils décrivaient pas que les aspects négatifs. En fait, ils ont fait une énorme étude là sur les variétés de l'expérience contemplative. Je pense que tu as dû en entendre parler. Et je trouvais que c'était fantastique d'avoir accès à la variété des expériences. Et en fait, moi, ça m'a fait revenir sur certaines expériences que j'ai eues qui étaient restées. Je pense que ça, c'est pas un frein, mais ça reste. En fait, c'est la question de la surprise, en fait. Il peut se passer un truc que t'as pas du tout prévu qui pourrait se passer. Et ça, c'est un peu les défis aussi, je trouve, d'accepter, du coup, cette possibilité-là. Et ça me conforte d'autant que les gens qui guident ou qui veulent faire des programmes, etc., il faut vraiment qu'on soit, nous, des pratiquants réguliers, honnêtes. Parce que finalement, comment on peut penser qu'on va pouvoir accompagner d'autres personnes si on n'est pas au clair avec cette possibilité-là, avec ces variétés d'expérimentation-là? Je trouve que ça, c'est un point important. Après, l'autre enjeu, c'est que clairement, moi, je trouve qu'il faut pas que la méditation de pleine conscience, ça devienne un outil à la mode et qui devienne quelque chose qui perd son substrat bouddhiste. Moi, je déteste le terme de méditation laïque parce que c'est pas laïque en fait, et que je trouve qu'on veut laver plus blanc, quoi, comme si la spiritualité c'était quelque chose de problématique dans l'existence, sauf que de tout temps les hommes ont eu besoin d'avoir de la spiritualité, des croyances, et ce qui fait de nous des humains en fait. Donc moi j'aime pas ce côté verni propre. Et pour autant, j'entends que dans un cadre laïque, il faut pas arriver avec une revendication, mais n'empêche que ça vient quand même de cette tradition-là. Donc je trouve important que ça reste
comme une pratique vraiment qui fait du sens, qui s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas un outil technique. Pour moi, la méditation, ça peut pas être que des applications sur iPhone, quoi. D'avoir un genre de guide pour l'aspect pur de la méditation. Et alors ça, j'avais pas du tout appréhendé cette possibilité-là. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut me faire avancer sur ce chemin-là. Donc, c'est une brique de plus. Je pense qu'au début, en fait, je faisais de la relaxation sans avoir bien compris que j'en faisais. Je croyais que je faisais de la méditation, mais je pense que je faisais de la relaxation. Enfin, tu vois, que quelque chose de chercher un truc très de bien-être immédiat. Mais après, j'ai l'impression de quelque chose qui est plus installé, qui est plus... enfin, évidemment, c'est un peu paraît logique, mais que je peux plus vraiment, je peux pas me dire que je pourrais arrêter en fait. Tu vois, c'est un peu comme tu te dis pas, tiens, je pourrais arrêter de me laver les dents, quoi. Par exemple, c'est pas une option qu'on retient a priori. Et ben, c'est un peu, c'est pas terrible comme comparaison. Et du coup, c'est un peu pareil pour moi avec la pratique de la méditation. Ce qui probablement n'était pas le cas au début quand j'ai commencé. Tu vois, peut-être que je voyais ça comme un loisir, enfin, je me rappelle plus tellement, à part que je pense que l'intellect était très très devant. Là, l'intellect, il est beaucoup plus loin. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Merci.